Salut tout le monde, bienvenue dans Double Team, nouvel épisode aujourd'hui où on va prendre le temps de revenir sur la carrière d'un joueur et aujourd'hui on va parler de Tracy McGrady avec Thomas Dufan, je crois. Hein, c'est moi-même. Parce qu'au vu du book, on sait jamais. Bah écoute, il y avait Jalen Rose qui était dispo, du coup il est venu pour parler d'un gars qu'il a affronté sur les parquets NBA. C'est vrai que ça mène un peu d'expertise. Un peu d'expertise, un peu d'expérience aussi. Surtout. Bah ouais, parce que j'y ai jamais joué à NBA pour l'instant. Hein. Même si j'y crois encore, avec un Boucas pareil dans les années 90, j'aurais été accueilli à bras ouverts. Toi qui as été un joueur Team Kobe, où tu places T-Mac dans ton cœur? Plutôt haut, je l'aime bien T-Mac, c'est vraiment, c'était mon gars, tu sais. Alors, non seulement je suis team Kobe, mais je suis surtout team arrière scoreur des années 2000. Donc, Iverson, T-Mac, Vince Carter, Ray Allen. Je peux même aller jusqu'à Paul Pierce. Je dois oublier des mecs. Ouais, bon, même si Paul Pierce, tu le portes. Non, mais toute cette. Non, je ne suis pas spécifiquement en kiff sur lui, mais tous ces mecs-là, et j'en oublie. Il y a des gars qui vont me revenir en mémoire. Et tous ces mecs-là qui étaient portés vers le scoring, surtout sur un poste qui existe beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup de postes 2 qui sont devenus postes 1 maintenant, bah j'ai une vraie tendresse parce qu'ils s'affrontaient les uns les autres. Donc tu vois, tous ces mecs-là défendaient les uns les autres et donc ça donnait des moments exceptionnels. On peut dire que T-Mac parfois a détruit Kobe dans des actions d'éclat. Peu de fois en play-off. Jamais en play-off. Jamais. Et on le verra au cours de sa carrière. Si on te dit T-Mac, c'est quoi ton premier souvenir qui te revient? Pour moi, c'est forcément le numéro 1 du Magic d'Orlando avec ce maillot, tu sais, un peu satiné là avec les étoiles. Le match à 62 points, pour moi, c'était un truc de fou à l'époque. Enfin, pour nous tous à l'époque. Et puis sinon forcément les 13 points en 33 secondes contre les Spurs. Voilà. Évidemment. C'est les deux premières choses qui me viennent à l'esprit. Très bien. Bon, on va prendre le temps aujourd'hui d'en parler. On peut lancer ce double team sur T-Mac, c'est parti. T-Mac est donc né le 24 mai 1979 en Floride, tout près d'Orlando. Il grandit à Auburndale, dans un quartier surnommé The Hill, une petite ville tranquille coincée entre Orlando et Tampa. Voilà, je te fais un peu de géographie. Il est élevé par sa mère et sa grand-mère parce que, comme souvent dans les histoires de joueurs NBA, il manque le daron, très souvent. Comme souvent avec les joueurs NBA de cette époque. Et surtout, ouais. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Souvent, on se le dit quand on fait les double teams, quand on discute de ces mecs-là. Ouais, les mecs grandissent sans figure paternelle et souvent, c'est au basket ou en tout cas dans le sport qu'ils arrivent à trouver cette figure qui va changer leur vie. Ce qui est marrant avec T-Mac, c'est qu'il va pas du tout être porté sur le basket au début, il va être porté sur le baseball. Il va être plutôt bon. En plus, les gens le voyaient plutôt aller en Major League qu'en NBA quand il était jeune. Et ce qui est marrant, c'est qu'après sa carrière, il va jouer un peu au baseball. Ouais, comme Michael Jordan. Il va jouer, alors très peu dans les ligues mineures, comme Michael Jordan pour le coup. Il va jouer en tant que pitcher. Alors, je le dis, mais je sais pas ce que ça veut dire. Celui qui lance? J'imagine. Je sais pas. Celui qui attrape. Celui qui attrape. Je sais pas. Celui qui a la batte. J'en ai aucune idée en vrai. Non mais attends, vous nous dites des experts. Le pitcher, ouais. Oui, il aura joué juste, il s'est fait un kiff, on va dire. Voilà. Oh là, j'avoue, on a aucune notion. Aucune. Je peux jouer à la tech, mais je peux pas jouer au baseball. Je sais pas du tout. C'est juste simplifié. Je sais pas du tout. Ses potes l'appellent tête de citrouille. Parce qu'il a une énorme tête, voilà. Petite info comme ça. Le basket, ça arrive évidemment comme souvent par le playground quand il est adolescent. Ses cousins jouent beaucoup, lui mettent la pression pour qu'ils viennent jouer avec lui. Et il va rapidement être très bon. Au lycée, il va tourner à 23 points, 12 rebonds au lycée d'Auburndale, mais c'est un lycée où il n'y a aucune renommée, c'est un tout petit lycée, donc t'as beau performer, personne ne sait que t'es un prospect. Et d'ailleurs, on va le voir, il va mettre du temps à se faire repérer, T-Mac, dans sa carrière. Quand il est jeune, en fait, il est sous les radars complets. Ouais, il est sous les radars, même s'il est déjà assez grand et talentueux. Mais comme souvent aux États-Unis, alors soit tu suis le cursus parfait, t'as raison, tu vois, il y a des lycées, des collèges déjà ou des lycées reconnus, soit t'es un fils d'eux, sinon t'as un break-out moment un petit peu, et ça se passe souvent en été, quand tous les joueurs sont réunis pour faire des grands tournois, et en général là il y a des gars qui commencent à avoir leur cote grimpée en flèche. C'est ça, en fait il va même, pour la petite histoire, il va rater le tournoi régional de son lycée parce qu'il va répondre à son prof, du coup il va être benché, du coup pas cool pour les scouts universitaires. Il y a une stat aussi, c'est que dans son quartier il y a seulement 30% des jeunes qui arrivent à aller jusqu'à l'université, donc déjà c'est pas simple. Et le déclic il va venir d'un certain Joel Hopkins qui est coach dans une école privée d'à peine 200 élèves où le programme il est très strict, tu te réveilles à 4h45, t'as des cours de KT, voilà, c'est vraiment la discipline de la discipline. Ouais. Parce que le KT c'est du karaté sinon. Ah oui. Faut préciser. Attends, du KT, moi je dis le KT parce que j'étais un mec j'ai pratiqué un peu. Et c'est ce mec qui va appeler la mère de T-Mac et qui va réussir à le convaincre de venir jouer sa dernière année de lycée là-bas. Et entre temps, tu commences à en parler. Il va faire un camp d'été, le ABCD Adidas Camp. C'était à l'époque le camp d'été pour les lycéens. Ouais, il y a beaucoup des joueurs de cette époque qui passent
Ça existe. Alors c'est un peu, on pourrait le comparer en Europe par exemple, en ce moment à la NGT qui est aussi chez Adidas. Donc c'est pour les meilleurs prospects européens, jeunes. Donc ils se réunissent tous pendant plusieurs semaines, plusieurs jours on va dire. Et on peut jauger les uns et les autres. Aux États-Unis, c'est vrai qu'à l'époque c'était ça, ABCD Camp. Et on se souvient de plein de joueurs passés par là. Ce qui est drôle dans cette situation, c'est que donc il est invité parmi... ils sont très très nombreux, on imagine le basket aux États-Unis, et qu'en fait c'est le meilleur joueur en fait, tout simplement. C'est le meilleur joueur, personne ne le connaît, et du jour au lendemain, en quelques jours, en un été, il devient l'un des plus gros prospects de tous les États-Unis. Il dira qu'il est passé de 175e à premier. C'est ça. C'est rare. On lui a mis son dossard 175 parce que c'était son placement dans les scouting reports, et il va être repéré. Tu le disais, il y a des mecs comme Kobe qui sont passés, des LeBron, des Stephen Marbury, mais aussi des mecs qu'on a découvert, genre Gerald Green, un peu ce parcours où personne ne le connaissait avant qu'il arrive. Il avait un tout petit lycée, et finalement il va exploser. Donc d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce camp a disparu en 2006. Et T-Mac a annoncé là il y a un mois qu'il allait le relancer avec 80% des parts. C'est une histoire d'amour avec Adidas qui commence aussi, on peut le dire. On y reviendra plus tard. À l'époque, le numéro 1 dans les scouting reports, c'est Lamar Odom. Et tu le dis, il va tellement taffer qu'il va passer premier à ce moment-là. Même prénom que Tracy d'ailleurs. Tracy McGrady s'appelle Lamar. Ah ouais. Ah oui. Et oui. Autant la mère de Bruce Wayne et la mère de Clark Kent s'appelle Martha toutes les deux, mais on peut dire que Lamar Odom et donc Tracy McGrady partagent ce même prénom. Oui, c'est deux infos complètement paradoxales. Il y a une des deux que j'avais pas. C'est laquelle ? Les Darons. J'étais... T'as pas vu Superman versus Batman en fait, c'est juste ça. Non, je l'ai pas vu. Parce que c'est juste le dénouement du film. J'ai spoilé tout le monde. Après le camp, donc il débarque, ça y est, à l'école privée de Mount Zion, et ça va lui faire bizarre au début. Il va le dire, on va lui demander d'enlever ses boucles d'oreilles, on va lui dire d'enlever tous ses brassards et tout. Là, tu viens jouer vraiment au basket, et limite, tu viens jouer en chemise, quoi. Ouais. Écoute, c'était l'apprentissage au professionnalisme avec ce qui va lui attendre en fait un an plus tard. Heureusement qu'il est passé dans un programme un petit peu plus strict où il va pouvoir être bon bien sûr, mais au moins dans un cadre. Et il tourne à 27 points de moyenne, 8,7 rebonds, 7,7 passes à 56% au tir. Il est exceptionnel, hein. Il conduit son équipe à la deuxième place du classement national USA Today. Il est McDonald's All-American, Monsieur Basketball de Caroline du Nord, et de High School Player of the Year par USA Today. Bon, il a été magnifique, quoi. En gros, il a surperformé. Il y a un truc que tu dis pas, c'est que c'est déjà un joueur très athlétique. Ouais. Et qu'il enchaîne contre-interception, mais comme personne. Et ça, c'est un truc qu'on retrouvera avec T-Mac très souvent, cette capacité à être ultra spectaculaire sur du contre. Et donc là, dans ces années-là, évidemment, il est surdimensionné, le mec, et donc il tourne à plus de 2 comptes par match. Ça place un petit peu le level du mec. C'est énorme. Toi, t'as entendu parler de lui avant la NBA ou pas du tout ? Non, très peu. À 97, je suis pas à la NBA, donc très honnêtement. Donc voilà, mais par contre, son parcours, je l'apprends plus tard avec ce qui va se passer avec les Raptors, mais pour le coup on se rend compte assez rapidement du talent précoce qu'il a puisque quand tu vas en NBA à 18 ans tu spoil la suite un peu. Ah bon, personne n'est au courant de ça? Non. Et oui, il va pas passer par évidemment la case fac. En fait, il y a deux choses qui vont lui faire changer d'avis. Il faut savoir qu'il y a Kentucky à l'époque qui quand même se rapproche de lui pour le ramener, et c'est une des plus grandes facs évidemment des États-Unis. Il doit signer à Kentucky, hein. C'est son choix numéro 1, normalement il commit. Hein. Et du coup, la première déjà, c'est qu'il voit des gars qu'il a affrontés directement sur les parquets, des Garnett, des Kobe, des Jermaine O'Neal. Et il dit en interview, moi je me sentais aussi talentueux qu'eux, voire plus. Le mec qui était déjà en NBA, tu vois. Et qui avait skip là, le lycée. Donc il s'est dit pourquoi moi je le ferais pas. Et le deuxième truc, on en parlait au début, c'est Adidas aussi qui va mettre du poids dans sa décision. C'est qu'il propose un contrat colossal à T-Mac s'il vient en NBA. Et il touchera d'ailleurs plus d'argent que Kobe sur cette signature avec Adidas, ce qui est assez fou. Ce qui est fou, puisque Kobe est arrivé un an plus tôt. Donc là, on est en 97, Kobe a été signé en 96. Et ils vont devenir, pour le coup, les deux visages d'Adidas à ce moment-là. Et il y aura des tournées d'été, il y aura aussi deux joueurs qui sont très proches et tout autant rivaux, aussi proches off-court que rivaux sur les terrains. Mais c'est aussi une bonne manière pour une marque comme Adidas d'avoir les jeunes joueurs les plus talentueux de NBA. T'as déjà joué en Adidas ? J'ai déjà joué en Adidas, j'ai joué avec des T-Mac, mais tu me spoil un peu mon anecdote, mais bon, c'est pas grave. Allons-y à fond. Mais non, les gens resteront, vas-y. J'ai joué en T-Mac. T-Mac, il a une paire ultra iconique que je t'enverrai, comme ça tu pourras l'afficher, lorsqu'il jouait au Magic, donc là je pense qu'on est en 2004, peut-être un truc comme ça, et il y avait trois paires, il y avait une paire bleue, toute bleue vernie, avec des traits qui remontaient comme ça, et pour faire 3 bandes, tu vois, bleu, blanc et noir. Et moi j'avais la blanche, et je la trouvais excellente.
exceptionnelle. Donc c'est l'une de mes premières paires de basket, dans mon top 5 des premières paires de basket. Et je me souviens avoir été très très bon pendant la période où je portais ça. Du coup, il va se présenter à la draft 97 et il va être drafté. L'histoire derrière cette draft de T-Mac, elle est marrante quand même, parce que de base, il aurait dû être drafté chez les Bulls. C'est évidemment Jerry Krause, le super GM, quand t'as vu la série The Last Dance, où tu vois un peu le personnage, qui avait monté un trade pour envoyer Scottie Pippen à l'époque du côté de Toronto et récupérer donc T-Mac en 9e position. Et c'est Michael Jordan qui a menacé de prendre sa retraite s'il le faisait. Et donc ça a marché. Du coup, je crois que ça a marché. Il a bien fait, parce qu'il y avait un peu de mimétisme, hein, la taille, le physique. C'est vrai qu'un T-Mac pouvait ressembler à un jeune Scottie Pippen physiquement, d'un point de vue purement physique. Franchement, il y avait un peu de ça. On se souvient aussi que c'est un moment où Scottie veut l'oseille. Hein. Dans The Last Dance, vous vous en souvenez, hein, ouais. Que c'est chaud, hein, parce qu'il veut l'oseille. Mais T-Mac se dit à l'époque rassuré de ne pas être allé, parce qu'il s'est dit je suis pas sûr d'avoir il disait de rentrer dans les chaussures de Scottie Pippen, et surtout il savait que être rookie avec Jordan aussi c'était assez compliqué. Par contre, on peut imaginer que ça aurait été une carrière tellement différente s'il était à Chicago. Mais tu vois, c'est difficile de savoir si, parce que le talent il l'avait de base, mais il y a quand même après l'environnement. Bon, tu me diras, il va finir dans le Canada et il va pas bien le vivre. Il débarque à Toronto, donc, qui est une franchise jeune de seulement 2 ans. Il va commencer sur le banc, il joue 18 minutes en moyenne pour 7 points. Tu te souviens des premières images de lui un peu rookie en NBA ou pas ? Il est tout maigre, tout frêle. Ouais. Il a du talent, mais il joue très peu, il est juste pas prêt en fait pour la NBA. Et puis surtout, il y a un truc que nous on peut comprendre, parce qu'on a nos jeunes joueurs qui partent aux États-Unis. Lui, il part vivre au Canada. Et même si aujourd'hui Toronto est une grande ville d'Amérique du Nord, où voilà, il se passe beaucoup de choses, pour tous ceux qui ont regardé des documentaires sur les Raptors, à Toronto en 97, c'est pas la joie. Lui, il vient d'un état où il fait super chaud, la Floride, il se retrouve au Canada où il fait moins 20 en hiver, et en fait il déprime. Et comment tu peux en vouloir ? Il est drafté, il a 17 ans, il sort du lycée, il joue ses premiers matchs en NBA, il a 18 ans, donc c'est un bébé, il y va tout seul. Un truc qui arrive moins quand même aujourd'hui, t'es plus accompagné, on te dit bon voilà, la famille fait les déplacements, lui il se retrouve tout seul dans le Canada et il déprime en fait. Donc difficile de s'exprimer quand déjà la marche est beaucoup plus haute que ce que t'as connu avant, et puis en plus quand t'es pas épanoui dans la vie. Il paraît qu'il dormait 20 heures par jour le mec, hein. 20 heures. 20 heures par jour, ça fait beaucoup pour un joueur NBA. Mais il disait qu'il y avait des jours où il pouvait rester chez lui cloîtré pendant 20 heures. La saison suivante, c'est l'arrivée de Vince Carter, son cousin. Moi, ce qui m'a toujours fait rire, c'est qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient cousins, parce qu'ils ne sont pas vraiment cousins en fait. Ils sont cousins par alliance. C'est ça. Voilà, ils sont cousins. On a tous en mémoire. Moi, je pensais quand j'étais jeune qu'ils étaient cousins germains en fait, premier degré. Oui. Alors qu'en fait, ils ont un grand-père par alliance. Enfin, son beau grand-père T-Mac. C'est ça le truc. Ouais, et tu sais comment ils s'en rendent compte, c'est que ils réunissent une famille, c'est exceptionnel ça. En fait, ils sont tous les deux originaires de Floride, donc ils se connaissent déjà depuis un peu de temps. Et puis avant l'arrivée de Vince Carter en NBA, ils font des pick-up games pour un peu s'entraîner. Et l'histoire, c'est que ils s'entraînent et T-Mac dit écoute, moi demain je peux pas venir, j'ai un événement de famille. Et Vince Carter lui dit moi aussi, mais moi je l'ai annulé. Et en fait, il va à l'événement de famille avec un prénom. Oui. Il dit je crois que c'est Gloria de mémoire. Il dit peut-être. Ouais. Je crois que c'est ça. Il dit oui, je vais chez ma tante Gloria. Ouais. C'est comme ça qu'ils le disent. C'est exceptionnel. Et en fait, il arrive chez sa grand-mère et en fait, de fil en aiguille, ils comprennent que c'est son cousin et il appelle Vince Carter et dit oh gros, on est cousins, genre. Bah oui. Et c'est comme ça qu'il le découvre. Mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que ok, ils sont cousins, mais de là va naître une des plus belles amitiés de NBA. Et il y a tous les joueurs de cette époque qui disaient mais en fait on disait que c'est des cousins, non en fait c'est des twins. C'est vraiment, les mecs ont tout fait ensemble, c'était des jeunes joueurs qui arrivaient, ils ont découvert le très haut niveau ensemble et jusqu'à aujourd'hui ils ont un podcast ensemble qui s'appelle Cousins. Bah ouais. Donc voilà, ils ont un lien qui est ultra fort et qui leur a permis de traverser la vie, hein. C'était à 30 ans maintenant. Vince Carter est plus une star dès son arrivée, il est rookie de l'année quand même en 99. Il sort de UNC, c'est l'un des nouveaux Jordan, il arrive, il arrache tout, sa saison rookie est exceptionnelle, ça devient une star immédiatement, il va au Star Game, il est trop fort, il est trop flashy, l'équipe est meilleure. Et T-Mac, lui, il est toujours dans l'apprentissage. On a beaucoup parlé dans sa carrière des qualités athlétiques de Vince Carter, mais je commence à en parler en high school. T-Mac aussi, c'est un monstre physique. Ouais, c'est un athlète exceptionnel, racé. Alors même s'il a des toutes petites chevilles, c'est un truc qu'on regardait. En plus, il mettait des sockets, donc il a vraiment des baguettes à la place des jambes. Et pourtant, ça lui donne un jump phénoménal, une vitesse d'exécution exceptionnelle, beaucoup de moves dans les airs, beaucoup de dunks. T-Mac, il a un go-to move, il a un truc que seul lui faisait et qui a été Vince Carter lui a rendu hommage une fois. C'est quand il accélère, il l'a fait en match, il a fait All-Star Game, je lance la balle sur la planche et je mets un énorme dunk comme ça. Ça, c'est T-Mac qui le faisait. Ouais. Et Vince Carter, lors d'un All-Star Game, il a fait la même chose en hommage à son cousin. Et ça, c'est des trucs hyper mémorables.
d'imaginer qu'un gars, et T-Mac il le dit, il dit normalement quand t'envoies la balle comme ça, c'est pour un gars qui arrive ligne de fond en contre-attaque et il dunk. Là c'était pour lui-même. Et la passe sur la planche, c'était dans NBA Street, mais c'était pas sur un terrain officiel. Maintenant on le voit, Kobe l'a fait derrière, Victor le fait souvent. Ouais. Victor il le fait de temps en temps. Donc c'est quand même des moves qui sortent du commun. Franchement, personne ne pense à quand t'es un peu bloqué ou en contre-attaque en mouvement à lancer la plage. C'est ça? La Melo Ball. La Melo Ball l'a fait pour lui-même? Ah oui, il l'a fait. Ah bon, je me souviens pas. C'est okay, sur La Melo Ball, je sais pas qui c'est. On parle de joueurs légendaires, tu parles de la Melo. Surtout la saison après le Local 99-2000 où là, mine de rien, il s'étoffe un petit peu aussi T-Mac parce qu'il arrive vraiment léger où Vince Carter est quand même vachement plus en avance et ils se retrouvent là à un moment donné tous les deux à faire le spectacle clairement et le point d'orgue de ce moment là c'est le concours de dunk où ils y sont tous les deux en 2000 le fameux concours de dunk. Alors sans dire qu'on oublie qu'il y a T-Mac parce qu'on sait qu'il fait les passes, il a été éclipsé oui mais il met quand même des dunks de ouf. Sa spécialité c'est quand même de mettre des moulins avant donc moulin c'est pas à la portée de tout le monde donc T-Mac a toujours été un joueur fabuleux et il y avait tout pour qu'il se fasse un one-two punch ultra spectaculaire. Il monte à 15 points de moyenne, tu l'as dit, sur cette saison. Ils font les playoffs pour la première fois de l'histoire de la franchise face aux Knicks où ils vont perdre. Et tout le monde se dit qu'il y a un truc à construire autour de ce duo. Et pourtant, T-Mac est free agent cet été-là. Et il va faire le choix de partir à Orlando. Et à l'époque, les fans NBA ne comprennent pas. Les insiders, eux, commencent à parler d'une certaine jalousie, de ne pas rester à l'ombre de Vince Carter. Et T-Mac dira des années plus tard que tellement il y avait une pression de la presse sur cette relation que eux disaient que en fait ça a presque joué sur leur relation vraiment. Ils se sont vraiment embrouillés à un moment donné. Ouais. Finalement ça n'a pas duré longtemps parce qu'ils s'apprécient tellement les mecs qu'ils ont réussi à débunker le truc, mais à un moment il y a une star, sachant qu'à l'époque c'était à la fin de ta 3e année, c'était pas du tout le CBA de maintenant, tu pouvais signer n'importe où, limite t'étais pas protégé et prendre la caillasse ailleurs, donc les deux mecs, il y en a un qui est déjà une star, l'autre qui est en devenir et qui sent qu'il est au moins aussi bon que lui, bah il a pas les mêmes responsabilités, il a pas le même temps de jeu, il a encore moins les mêmes stats. Bah ouais, forcément au quotidien ça devait pas être ultra simple même si tu apprécies le mec. Ouais. Donc l'avantage dans tout ça c'est qu'ils ont été assez intelligents pour ne pas casser cette relation, mais ça a quand même ça a permis à T-Mac de partir. Voilà, donc ça c'est aussi la réalité de la NBA, c'est que tu mènes une carrière. Et même si tu te sens bien avec ton gars, ça c'est sûr, mais toi est-ce que t'as des regrets sur le fait que ce duo ait explosé ou t'es content de les avoir vus chacun avoir son équipe à un moment donné? Écoute, des regrets, non je pense pas, et je vais te faire le parallèle avec James Harden, je pense que la NBA, c'est aussi aller au fond de soi-même, d'utiliser au maximum son potentiel. Ouais. Et James Harden, avec Russell Westbrook et avec Kevin Durant, n'aurait pas pu devenir MVP. Donc je crois sincèrement que T-Mac avait besoin de s'émanciper, avait besoin de retourner aussi dans un état qui lui cher ou lui est cher, où il pouvait devenir plus mature par lui-même. Donc je pense que dans ces moments-là, faut pas avoir de regrets, c'est la vie, il est parti. Et puis voilà, après je vais pas détruire la franchise de Toronto, mais bon, personne n'a envie, enfin personne n'a, sauf si t'es Canadien de Toronto et tout ça, que c'est ta franchise de cœur. Kawhi qui revient. Bon bah ouais, mais voilà, non, il y avait pas de kiff particulier à l'époque d'imaginer Toronto devenir l'équipe phare de NBA. On est donc en 2000 et T-Mac débarque à Orlando. Le sponsor de cette émission, c'est Bitpanda, la plateforme idéale si tu n'as jamais touché au trading. Elle est entièrement régulée et déjà en totale conformité avec les strictes normes européennes MiCA. Et pour ceux qui s'y connaissent déjà, il y a une grosse nouveauté. Ils viennent de lancer une première en Europe, le Margin Trading. Ça vous permet d'investir sur des actions et des ETF en multipliant vos capacités d'investissement au-delà de votre capital initial grâce à un effet de levier allant jusqu'à x20. Concrètement, imaginez que vous avez 100 € à investir. Avec un levier de x10, Bitpanda vous permet d'ouvrir une position d'une valeur de 1000 €. Les gains potentiels sont donc significativement amplifiés, mais attention, les pertes le sont exactement de la même manière. Un point important à bien comprendre, le trading sur marge comporte des risques élevés de pertes supérieures au capital investi. C'est réservé aux investisseurs expérimentés, donc prends bien le temps de comprendre comment ça marche. On va préciser tout ce qu'on dit. Tu empruntes de l'argent et tu dois rembourser ce prêt, ainsi que des frais qui s'accumulent toutes les 4 heures, même si le marché est en baisse. Pour les frais, c'est simple et clair. 1 € quand tu achètes, 1 € quand tu revends, rien d'autre. C'est une tarification fixe et transparente, sans spreads cachés, avec en plus des dépôts instantanés et gratuits. Petit rappel au passage, le levier est aussi disponible sur les cryptos jusqu'à x10 si jamais ça t'intéresse. Si tu veux bien comprendre comment ça marche, avant de te lancer, va lire l'article de la Bitpanda Academy sur les leviers en action, c'est hyper clair et très pédagogique. Et si tu es prêt à te lancer, découvre Bitpanda Margin Trading maintenant, le lien est en description.
À Orlando, ça va être l'explosion de T-Mac. Sa moyenne de points, elle passe de 15,4 à 26,8 dès sa première saison en Floride. Il est élu MIP devant Stojakovic et Steve Nash à l'époque. Et il file directement au All-Star Game. C'est comme si d'un coup son talent a explosé en fait. Ouais, il y a un peu de ça. Bah, vraiment, le parallèle avec James Harden, c'est le meilleur possible. C'est-à-dire que tu arrives, on te donne les responsabilités. Il y a une équipe on t'offre une équipe, même s'il y a beaucoup de choses à raconter sur la construction de cette équipe. Et en fait, tu te donnes la pleine mesure de ton talent. Et là, on découvre. Enfin, je sais pas, faudrait demander aux gars qui étaient en 2000 à l'époque, qui suivaient comme des fous, si ils ont été choqués. Mine de rien, t'es MIP, donc ça montre bien une progression de ouf. Tout le monde savait ce qu'il avait en main. Maintenant, de là à maximiser son potentiel, c'était le début. Là, il devient du jour au lendemain l'un des meilleurs joueurs de la ligue, l'un des joueurs les plus flashy, l'un des joueurs les plus talentueux. Il va devenir meilleur scoreur de la ligue en 2002-2003. C'est ça, 32,1 points de moyenne, ce qui fait de lui à l'époque le plus jeune joueur à décrocher ce titre de meilleur scoreur depuis la fusion NBA-ABA. Cette saison 2002-2003, c'est probablement son sommet individuel, oui. Avec des pourcentages énormes. Il termine 4e au vote du MVP, un trophée qui lui échappera toute sa carrière. Est-ce que pour toi, à un moment donné, ça a été un des meilleurs joueurs de la ligue ou le meilleur? C'est dur à dire, mais... Non, je pense pas il a jamais été le meilleur joueur de la ligue. Il s'en est rapproché. Individuellement, sans aucun débat, il pouvait concourir pour ça, mais bon, quand il y a Shaq, il y a Kobe, il y a Iverson, il y a Tim Duncan, pour moi, c'est des joueurs qui ont toujours été au-dessus de lui. Au-dessus de lui, toujours. Mais individuellement, ça a toujours été une bombe. C'est un des joueurs les plus passionnants à voir jouer. C'est un gars qui était dans les duels, je le disais tout à l'heure, mais des duels face à Kobe, où sur 4 actions, il se rend coup pour coup. Il y a quand même un cross mémorable de T-Mac, et je suis sûr que tu vas le mettre, c'est là où t'es bon, où il fait un petit chimichek et Kobe tombe par terre, boum, derrière il tire. Action suivante, Kobe le passe, il met un énorme dunk dans le trafic, il tape sur la planche. Mais ça, c'est des trucs qu'on ne voit plus, bordel. On ne les voit plus, ces trucs-là. On a des infos sur comment ils s'entendent, les deux? Moi, de mémoire, ils s'entendaient très bien, ils étaient vraiment très très potes. Okay. Et franchement, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'était des rivaux sur le terrain, vraiment des rivaux. Et Kobe disait toujours, c'est le meilleur joueur, en fait, c'est le meilleur joueur d'entre nous. Et c'est Kobe qui le dit, donc avec son énorme tête. Mais non, je pense qu'ils ont toujours eu un très bon rapport. Mais des duels face à Kobe, face à Iverson, face à machin et tout, ça, c'est des grands moments, des grands souvenirs pour les uns et les autres. Mais à un moment donné, tu dois amener ton équipe au rang supérieur si tu veux être le meilleur. Le truc, c'est qu'il a jamais eu la bonne équipe. Ça, nous, on le savait. Les Pat Garrity, les machins, tous ces mecs-là, c'était franchement un effectif plutôt faible par rapport au talent qu'il avait. Donc, on peut pas non plus en vouloir. Mais tout ça, ça s'explique parce qu'en 2000, en fait, Orlando forme une super team. Et t'as 2 doigts de former une super team. Parce qu'au moment où il signe, quelques jours avant, c'est Grant Hill qui arrive. Et quand les gens pensent à Grant Hill aujourd'hui, on pense toujours à What If, c'est l'un des plus grands What If de machin, mais au moment où il signe, alors qu'il est à la fin avec Détroit, il arrive comme un top 10 joueur NBA. Mais largement, il fait tout le temps, il est dans 8e, 4e avec Détroit, il est excellent. On parle d'un joueur, tu vois, les point forward de maintenant, balle en main exceptionnelle, athlétique de fou. Donc, on se projette sur l'un des plus beaux duos même de l'histoire de la NBA. Il va jouer 4 matchs, il va avoir ses problèmes de cheville, et c'est le vrai gros début des problèmes pour Grant Hill. Mais dans le même temps, il devait signer aussi Tim Duncan. Ouais. On est quand même dans un moment où t'as Tim Duncan, qui est déjà champion l'année précédente, qui est en fin de contrat rookie, puisque 97. Ouais. L'autre, il a pris le cash à Orlando. Ok, Grant Hill arrive en trade à ce moment-là, et Tim Duncan, on lui propose de venir, et le pire, c'est qu'il a 2 doigts de signer. Doc Rivers, qui est le coach de l'époque, déjà Doc Rivers, c'était il y a 30 ans, tu te rends compte? Coach de l'année pas longtemps après. Tout à fait, Doc Rivers est là, ils sont autour de la table pour le faire signer, il y a tout pour, il a envie d'aller à Orlando, il est chaud, il a envie de quitter les Spurs et Greg Popovich, il fait des claquettes à ce moment-là parce qu'il sent que son gars est en train de lui échapper, et il faudra quand même que Doc Rivers réponde à une question qui semble bête aujourd'hui. Et Tim Duncan dit est-ce que les familles ont le droit de voyager avec les joueurs dans l'avion? Doc Rivers dit non, c'est impossible, c'est réservé au staff et aux joueurs. Tim Duncan en parle à sa femme de l'époque et il dit non, mais en fait, on va rester à San Antonio. Alors qu'il avait juste à dire oui, ça peut arriver. Donc l'histoire, en fait, à la fois des Spurs, parce que derrière, il y a 4 titres, sous Tim Duncan, et celle du Orlando Magic, et celle de Tracy McGrady, parce que moi, je te dis un truc, il arrive là-bas, ils sont champions. S'ils sont 2, même si Grant Hill est blessé, moi, je suis persuadé qu'ils sont champions NBA, le Magic avec Il passe au moins un tour dans sa carrière, ça c'est sûr. Ah bah ça, il passe un tour. En attendant les Spurs qui retrouvera du coup des années plus tard, et Tim Duncan bien aussi. Donc pour revenir à T-Mac à l'époque, on est en 2002, il va sortir la Adidas T-Mac One. Il y a plusieurs modèles qui vont sortir jusqu'à la T-Mac 6. À l'époque, quand même, faut le dire, et toi qui es en plus un amateur de chaussures de basket, c'est quand même une des seules signature shoes qui vient rivaliser les Kobe, les Iverson à l'époque. Ouais, absolument. Le Kobe est déjà chez Adidas. Ouais.
Il a une signature shoe fin 90, début 2000, là, c'est un des premiers. Chez Adidas à avoir cette signature shoe. Reebok à Iverson avec I Am What I Am, tout le monde s'en souvient. Il y avait des pubs dans le métro à Paris. I Am What I Am, il y avait Iverson et 50 Cent. Hein. Donc ça montre à quel point c'était un truc de fou. Il y a évidemment Nike qui avait plein de signatures shoe. Il y avait encore Jordan qui était dans la ligue, qui portait ses propres chaussures. Mais T-Mac fait partie des mecs les plus bankable, les mecs les plus stylés, malgré le côté Sleepy Eyes. Son jeu parlait pour lui. Et donc c'est vrai que nous on portait ses chaussures. C'était à T-Mac 2 moi que je portais, un peu verni là que j'aimais beaucoup. Donc il y avait de la hype autour de T-Mac sans aucun doute. T-Mac, il y a aussi un truc, on en a parlé rapidement, on parlait des chaussures, mais il avait aussi un flow avec le petit brassard là. Et surtout pour moi les shorts longs c'est T-Mac. Tu vois les shorts il a pas de fesses, donc très long. Et à Houston il avait un bandeau aussi de temps en temps, c'était stylé. Il sort quand même le match de sa vie le 10 mars 2004, c'est face aux Wizards. Il met 62 points, record de franchise évidemment pour le Magic. Il devient alors le 17e joueur de l'histoire à passer la barre des 60 points à cette époque. Maintenant ils sont 150. Depuis ça a bien augmenté. Sur son passage à Orlando, il est 4 fois All-Star, 2 fois All-NBA First Team. Individuellement c'est monstrueux, mais tu l'as dit, collectivement ça décolle jamais avec toutes les histoires dont tu as parlé, dont Grant Hill qui ne jouera finalement jamais des grandes échéances de playoffs. En 2001, défaite face aux Bucks de Ray Allen qui iront en finale de conf derrière. 2002, défaite contre les Hornets de Mashburn et Davis. 2003, ils terminent 8e et ils affrontent les Pistons premiers. Ils mènent 3-1. Et ils vont choke et ils vont perdre. Alors il y a l'histoire de l'adaptation de Deshaun Prince qui vient défendre sur T-Mac, mais toi tu as une autre histoire autour. Oui, alors déjà c'est le tout début de cette équipe des Pistons, donc ils sont en devenir et on sait que ça va les amener à 2 finales NBA et un titre 2004-2005. C'est marrant parce que T-Mac, tu vois, ça en dit long aussi sur ce que sont les Américains. On est donc en 2003 et en 2003 c'est la première année où le premier tour se joue en 7 au lieu de 5. Donc T-Mac, il gagne la série 3-1 et il dit mais quel plaisir d'avancer dans les playoffs, on passe notre premier tour de playoffs. Mais T-Mac, il manque un match à gagner et derrière il perd au 7e match, il perd la série. Donc parfois tu te dis mais comment c'est possible? Mais à l'époque le gars a vraiment dit on est passé les mecs, on a réussi à faire l'impensable, passer cette équipe qui était en devenir. Donc voilà, c'est ça l'anecdote, c'est que nous, on le sait tous en tant que, à part avec les Spurs lors de cette dernière année là, il a jamais passé un tour de playoff, il a toujours choke, ses stats parlent pour lui, pour le coup il est toujours à 30 points par match, il est toujours excellent, mais cette anecdote en dit long. Alors franchement, en vrai, c'est à la fois, ça dit tout du joueur, il a pas réussi à faire ce truc là, et d'un autre côté t'as toujours des équipes un peu rincées, t'as jamais une bête d'équipe où t'es jamais à 100% physiquement, ce qui va se passer avec les Rockets plutôt. Mais on voit 2004 il fait même pas de playoff. Je regardais les raisons un peu que donnaient les sites américains à l'époque pour pourquoi ça l'a pas fait. Ils disaient que cette équipe du Magic était trop faible, surtout offensivement. Il y avait Darrell Armstrong, Mike Miller, Drew Gooden entre autres, que Doc Rivers commençait déjà à montrer certaines limites, même s'il gagnera le titre avec les Celtics quelques années plus tard. Est-ce que pour toi T-Mac était un bon leader? Si tu passes jamais un tour. Ouais, bien sûr, non. Sur le principe, non, je veux dire non. Oui. Franchement, les faits sont contre lui. Hein. Entre la hype du joueur et ce qu'on disait de l'équipe, on savait tous que l'équipe a été vraiment rincée. Hein. Oui. A été rincée. Et elle est toujours battue par des meilleures équipes de basket. Le meilleur joueur est souvent T-Mac dans les séries, mais on sait très bien comment ça se passe. Au bout d'un moment, si l'équipe elle est meilleure défensivement et que t'arrives pas à trouver la faille, tu te fais sortir. Donc pour le coup, quand tu perds 3-1, quand tu mènes 3-1 et que tu perds une série, on peut dire qu'il a pas été assez bon leader. Ouais. Après, quand tu regardes leur parcours, il y a pas d'équipe all-time. Il y a les Bucks peut-être de Ray Allen qui restent un peu en mémoire. T'as les Pistons, t'as les Pistons qui vont devenir all-time. Oui. C'est la seule vraie équipe. Mais les Hornets de Baron Davis, c'était une bête d'équipe de basket. Tu vois, Jamal Mashburn, c'était une bête d'équipe. C'est des premiers tours de playoff. Donc, non, mais bon, écoute. En tout cas, son passage avec le Magic, avant que les blessures n'arrivent et flinguent sa fin de parcours, on savait que c'était une bonne moyenne équipe, on va dire, d'un joueur magnifique qui pourrait être le meilleur joueur de la ligue. C'est ta période préférée quand même de T-Mac, le Magic? Oui. Même si j'avais beaucoup de hype sur la suite avec les Rockets, oui, quand même, il y a un lien. Puis moi, j'aime bien le Magic. Je sais pas, j'aime bien ce maillot, j'aime bien le bleu, j'aimais bien leur parquet, lui aussi, qui était un peu vinylé, là, bizarre. Là, j'aimais bien le Magic. J'ai toujours bien kiffé le Magic. On est en juin 2004, tu l'as dit, il va être tradé dans un énorme blockbuster trade à cette équipe et envoyé du côté de Houston pour former à l'époque la paire avec un certain
Yao Ming. Sur le papier, c'est le duo qui doit dominer la ligue sur les années suivantes. Tu te souviens un peu de la hype qu'il y avait autour ? Méga hype. Je me souviens très très bien de ce trade, Coutinho Mobley et Steve Francis qui font le chemin inverse. Je m'en souviens comme c'était hier pour le coup. Yao Ming, drafté en 2002, tout le monde le sait, la rivalité avec le Shaq, qui prend sa place au All-Star Game avec le vote de très 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 nombreux des Chinois. Donc il y a beaucoup d'histoires à raconter. Yao Ming, il est très très fort dès le début en fait. C'est un bête de joueur, il arrive prêt en NBA assez tard. Donc il y a tout pour former un duo de Kobe et Shaq. Et le Shaq est parti des Lakers. C'est ça. C'est ce duo-là qui doit dominer la conférence Ouest. Alors il y a Tim Duncan qui est toujours là, on revient toujours à lui. Mais moi j'avais une hype de malade. C'était une équipe que j'aimais bien prendre. C'était NBA Live auquel je jouais à l'époque. Donc moi j'étais à fond. Je kiffais leur duo. Ah bah il y a une sacrée hype. Ils vont tous les deux All-Star Game dès leur première saison en commun. Les Rockets terminent avec 51 victoires. Mais ce qu'on retient surtout cette saison, en plus, c'est le moment iconique face aux Spurs. On l'a diffusé évidemment dans un classique game, c'est ces 13 points en 35 secondes. Je vais pas te demander si t'étais devant le match à l'époque, évidemment. Est-ce que tu te souviens juste de ce moment, et est-ce que pour toi ça fait partie des plus grands moments de l'histoire ? Ouais, c'est un des grands moments de saison régulière. Franchement, c'est un takeover jamais vu. Il y a des Reggie Miller à 8 points, il y a des histoires comme ça. Mais 30 secondes d'être vraiment à la rue, de mettre 4-3 points, donc de tirer avec la faute, Devin Brown qui glisse. C'est un grand moment de NBA, un moment dans la zone, un vrai moment dans la zone. On l'a refait, on se souvient que c'est un match de saison régulière, que le match il est pas top en fait, avec un Tipeee en face qui est bon, et que cette dernière minute lui appartient quoi. C'est fabuleux. Donc oui, c'est un très grand moment, et je me souviens qu'il y avait beaucoup de clips. Tu vois, à l'époque, la NBA faisait des clips qui passaient beaucoup I Love This Game, et ça en faisait partie. Et donc on a beaucoup vu les images, le point, la célébration, la tête de Popovic aussi qui est désabusé le type. Désabusé complètement. Son propre coéquipier Mutombo à l'époque dit que c'est la chose la plus incroyable qu'il ait jamais vue sur un parquet. Ça n'a pas de sens, je marque des 13 points en 30 secondes les gars. C'est un truc qu'on reverra peut-être jamais. Alors ça fait partie des records qu'on peut battre, mais on verra. Jamais. Bon, ça n'empêchera pas les Spurs de gagner le titre cette saison-là d'ailleurs, alors que Houston va perdre une nouvelle fois au premier tour. On commence surtout à voir que McGrady a des problèmes, notamment au dos. On va le voir sortir sur civière, notamment parce qu'il a des spasmes dorsaux, et on sait que dans le basket c'est peut-être la pire blessure sur le dos. Ouais, T-Mac il est grand, il est longiligne, il est fin, j'imagine que ça a dû jouer, mais c'est le début des problèmes. Il avait déjà été blessé avec le Magic, mais c'est le début des problèmes chroniques. C'est quand t'as du mal à revenir, quand tu serres les dents un peu. Il a joué sous infiltration pendant les playoffs, donc ça c'est des trucs qui marquent et qui vont en fait plus jamais quitter son corps. C'est ça. Et tu vois, pour revenir un peu avant là, de cette période, en 2003 il jouait avec les États-Unis pour se qualifier pour les JO 2004, tu vois, et il est très bon, et c'est un gars qu'on aurait dû voir avec Team USA. Plus. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'en lisant, j'ai pas de Team USA. Il fait la Coupe américaine pour se qualifier pour les JO lors de l'été 2003. Mais il y avait des rostins à l'époque, donc même si en 2004 personne n'a voulu aller aux JO, et qu'ils ont appelé tous les jeunes rookies là, D-Wade, Melo et LeBron. Lui, il fait partie de cette équipe de 2003. Et il gagne la Coupe des Amériques, donc c'est un gars que j'aurais adoré voir avec Team USA, parce que lui, tu sais, c'était un gars qui était vraiment dans le mid-range, beaucoup en ISO, énormément en ISO évidemment, très bon passeur, un mec qui a toujours tourné à 5 passes par match. C'est un gars qui a toujours eu ça, tac, main gauche, main droite, faire tourner la balle autour de lui. Il avait une dextérité de malade, il a un move moi que j'adore, c'est quand il est dos au panier, tac, il dribble comme ça, il fait un fade away, parce que c'est un master, un maître du fade away, ce gars-là, il a toujours été exceptionnel. Son côté all around est limite un petit peu sous-côté par rapport au scoreur qu'il est. Mais avec la ligne à 3 points plus rapprochée, en fait, son niveau, naturellement, aurait fait qu'il aurait été très bon comme un Melo, 3 points, quoi. Finalement. Tout à fait. Tu vois, à 3 points là-bas, c'est létal. On voit surtout que quand il est blessé, les Rockets ne gagnent pas un seul match. En fait, quand il sort sur blessure, il gagne jamais un match. Et Yao Ming, de son côté, enchaîne les fractures au pied, lui, pour le coup, c'est son talon qui est un peu faiblard. Les deux hommes ne joueront finalement que 2 séries de playoffs ensemble, c'est assez fou, pour 6 saisons communes. En 2006-2007, les Rockets réalisent leur meilleure saison depuis plus de 10 ans avec 52 victoires, mais tombent en 7 face au Jazz. Encore une défaite au premier tour. Et là, T-Mac, à 27 ans, il arrive toujours pas à passer un tour. On le sent bouleversé quand même en conférence de presse, on sent que ça le travaille. Ça fait beaucoup. Et il dit que la saison suivante sera la saison où il sera peut-être le plus motivé
et la saison de la revanche. Pour cette saison-là, il y a quand même un truc à raconter, c'est la série des 22 victoires. C'est ça, la saison 2007-2008 où il y a le documentaire d'ailleurs sur YouTube qu'on vous invite à aller voir. On vous mettra le lien en description, qui est exceptionnel, où ils font 22 victoires consécutives. Alors qu'Yao Ming est blessé. Et on se dit qu'il y a un truc qui se construit autour de cette équipe et qu'enfin ils vont passer un tour. Ouais, il y a un truc un peu mystique sur cette série là, avec un Dikembe Mutombo qui a paix à son âme, il est vieux et pourtant il donne 22 victoires, ça fait quand même 2 mois de basket. C'est ça. Ça fait beaucoup. Et Tima qui fait des allers-retours mais qui est excellent. Ils ont une alchimie exceptionnelle. De toute façon, quand tu gagnes 22 victoires, c'est que tout roule. Mais qu'en fait, c'est un très bon moment de saison régulière, mais qui ne donnera rien pour la suite une nouvelle fois pour T-Mac. Et pourtant, on a une vraie attache. Luz Kola qui est là. C'est une belle équipe de basket, vraiment, vraiment très cool à suivre. Il y a Shane Battier, non ? Tout à fait. C'est 2008. C'est le Jazz qui vont retrouver en playoff là, en fin de saison, et encore une fois, défaite 4-2. Et là, c'est le sujet qui va coller à T-Mac de toute manière toute sa carrière. Il a 7 sélections All-Star Game, 2 titres de meilleur marqueur, 7 sélections All-NBA, et jamais un seul tour de playoff remporté avant 2013. Quand on arrive à cette période-là, est-ce que tu enterrais T-Mac ? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment tu te dis, bon, en fait, ça le fera jamais ? Ah bah oui, il est cramé. Enfin, c'est même pas. Là, on le sait tous. Il y a une saison où il joue 4 matchs, où il peut plus. En fait, il avance plus jusqu'à se faire trade au Knicks. Aucun souvenir de T-Mac au Knicks. Très peu. Je me souviens de lui en maillot où il change de numéro et tout. Je m'en souviens. Mais pour le coup, il y a rien à raconter sur ce trade. Il est dans la fin de contrat d'un beau contrat qu'on lui avait filé à Houston. Il est en fin de parcours, son corps ne lui permet absolument plus d'enchaîner les matchs. Alors imaginez qu'il fasse des playoffs de ouf. Là, on est tard, là. Là, on est tard. Il y a Boston, il y a Kobe et Pogazol, il y a toujours les Spurs qui sont là. Tu sais, là, pour aller en finale NBA, c'est quelque chose de difficile. Donc, non, là, on sait tous que c'est la fin et qu'elle est arrivée un peu trop tôt, malheureusement. Lui commence déjà à se défendre en conférence de presse. Il voit la fin rêver. Il dit que pour lui, n'importe quel joueur NBA peut gagner un titre s'il est dans une bonne équipe et que c'est plus de la chance. Mais pas tous les joueurs NBA peuvent être au Hall of Fame. Il a raison. Ça, pour le coup, il a raison. Je sais pas si c'est populaire ou pas, mais les joueurs préférant toujours être T-Mac que d'être peut-être pas Robert Torrey, c'est un peu abusé parce qu'il a gagné 7, mais tu vois, un gars qui va en gagner un ou deux dans un rôle en étant le 6e, 7e meilleur joueur de son Danny équipe. Green ouais, peut-être, tu vois, il est encore, c'est un titulaire, il en a gagné beaucoup lui, il en a gagné 4, donc mais voilà, tu vois, je pense que la NBA c'est ça, c'est d'être une star en fait. Peut-être la star parmi les stars, sachant qu'on n'oublie jamais que tous les gars qui vont en NBA sont les meilleurs joueurs de leur collège, lycée, université, avant ou en Europe, avant d'aller meilleurs joueurs, genre vraiment meilleurs joueurs. Donc quand tu arrives en NBA, le but c'est d'être le meilleur joueur. Donc je pense que T-Mac il changerait rien, même si il aurait préféré bien sûr être drafté par les Lakers par exemple et jouer avec le Shaq. J'ai l'impression, donc il est envoyé au Knicks, tu l'as dit, 24 matchs, il fait une saison aussi à Détroit, une à Atlanta. On s'en souvient un peu de ça. Tu t'en souviens toi? Il est cramoisi, mais en fait il a encore des flashs quoi. Même à Atlanta, je me souviens de lui. Il va même aller en Chine. Aller en Chine un an, mais comme toujours cramé. Mais pour marquer 30 points par match, voilà. T-Mac qui va en Chine, c'est normal. Les solistes là, il faut qu'ils y aillent. C'est évidemment normal. L'histoire se rappelle puisqu'en 2013, à la surprise générale, c'est les Spurs qui vont le rappeler. À la fin de sa carrière en Chine. Parce que vous savez que la Chine finit un peu plus tôt et donc tu peux signer en NBA. Personne s'y attendait ou c'était dans les rumeurs? De mémoire, personne s'y attendait, mais alors il y a plein de trucs à raconter. C'est que déjà on aime bien l'histoire, retrouver Tim Duncan, voilà, lui qui va aux Spurs pour la fin de parcours, c'était presque million, mais ils l'ont surtout pris pour un truc. C'est que ça leur permettait, surtout pour un NBA face à Miami, qu'en fait à l'entraînement, lui il jouait comme LeBron en face. Et que tout leur set défensif était fait en fonction de lui. Et donc ça leur permettait d'avoir ce type-là. Alors il a eu aucun impact, bien sûr. La première fois de sa vie, il passe des tours de playoff sans jouer. 2 tours. Il aurait pu être en finale NBA, enfin être champion NBA en 2013 avec les Spurs sans jouer. Moi j'étais content pour lui. Il y avait des gens qui disaient tu connais. Moi j'aimais bien l'idée, voilà. De toute façon personne n'allait dire que c'était un rôle majeur, mais pour l'ensemble de son œuvre, c'était mignon de l'imaginer avoir une bague comme ça. Ça aurait été fou de prendre une bague en arrivant en fin de saison sans jouer un match de play-off. C'est l'histoire d'une carrière. Écoute, ça aurait été complètement fou. Il prend officiellement sa retraite du coup à la fin de cette saison en 2013, donc sur 15 saisons NBA, il tourne à 20 points de moyenne quand même, dire un peu le mec que c'était, 5 rebonds, 4,4 passes tu le disais, 7 fois All-Star, 7 fois All-NBA, 2 titres de meilleur marqueur NBA, meilleur
meilleur joueur, donc meilleure progression en 2001. En 2017, il rentre au Hall of Fame dès sa première année d'éligibilité. Dans un discours de 9 minutes qu'on a tous en tête, il conclura en affirmant qu'il mérite sa place ici et qu'en fait, il n'y a plus de doute sur le fait que c'est un grand joueur de l'histoire. Donc ça a beaucoup fait parler qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas qu'il y soit. C'est ça. Parce que est-ce que c'est un des joueurs les plus talentueux de l'histoire du basket? Oui. Est-ce qu'il a une carrière honnête, plus qu'honnête? Oui. Est-ce qu'il a maximisé son potentiel et son palmarès? Absolument pas. Et donc, se pose la question du fait que T-Mac, Tracy McGrady, aille au Hall of Fame parce qu'il a jamais rien gagné, le type. Moi, souvent, on me dit, toi, tu envoies tout le monde au Hall of Fame. Je fais, mais non. Ou tu retires les maillots trop vite. Je fais, non. Lorsque vous gagnez le premier titre de votre franchise, moi, je suis un adepte de retirer 3-4 maillots, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. C'est tellement important dans l'histoire d'une franchise. Quand tu es au Hall of Fame et que tu as marqué une génération, tu peux mériter d'aller au Hall of Fame. T-Mac, c'est bien la preuve, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui vont voter. T-Mac a tellement marqué les années 2000, marqué toute ma génération. T'étais soit Team Kobe, soit Team Iverson, soit Team T-Mac. Et voilà, c'est tout. Et après, les autres, on pouvait en discuter, on les aimait bien, mais là, c'était nos vrais gars, quoi. Que ce gars-là mérite d'aller au Hall of Fame. Pour finir juste sur le hors-terrain, McGrady s'est beaucoup engagé pour la cause pour le Darfour. Eh oui. Il s'est rendu plusieurs fois sur place. Il est parti au Tchad. Ouais. Tu sais que ça, en 2007, j'en parlais grave, nous, on en parlait grave, donc oui, je viens du Tchad, mais d'imaginer une superstar NBA qui, aujourd'hui, on parle plus du Darfour en 2026. Non. Alors qu'à l'époque, on parlait que de ça, il y avait la guerre, c'est toujours une zone sous tension, bien sûr. Mais alors, d'imaginer une superstar que je kiffais aller là-bas avec une ONG et faire des choses, tu vois, se bouger le fion, franchement, ça te met un lien avec les mecs. Et je l'avais presque limite oublié là en lisant 2-3 trucs, je retombe là-dessus, je me disais mais c'est vrai qu'en 2007 on en parlait beaucoup, en même temps c'était à 20 ans. Bah ouais. Donc voilà, c'est appréciable de voir ces gars-là faire des choses, voilà, ça vaut ce que ça vaut bien sûr, mais on apprécie toujours. Comme d'habitude on finit Double Team par quelques petites questions rapides. Si je te demande son meilleur match, c'est lequel pour toi? Je pense que le match des Spurs là c'est un peu simple, devant le match des 62 points, parce qu'elle reste comme une marque légendaire, mais les 13 points en 30 secondes. La dernière question, si ça trace dans l'histoire, on a plus ou moins répondu, quoi. Ouais, c'est une trace de kiff. Ouais. Voilà, c'est un Hall of Famer, tant mieux pour lui, avec des bons moments et très peu de grands moments finalement, mais c'est les gars qui nous ont donné envie de jouer au basket début 2000. Vraiment, c'est ça. Moi, je garderai toujours ça en tête, comme Westbrook aujourd'hui, comme Harden, comme Giannis. Voilà, tu vois, c'est éclectique, ou Luka. Tu peux ne jamais gagner, mais à un moment donné, si t'es le joueur préféré d'un nombre de gamins qu'on peut même pas compter, c'est que, t'as marqué de ton empreinte l'histoire du basket. Voilà, en tout cas, on a fait le tour autour de T-Mac. Merci Thomas. Mais merci Tom, c'était un plaisir de faire. Ouais, c'était un plaisir de parler de Tracy McGrady. La saison reprend bientôt pour First Team. On est déjà fin août, les vacances sont bientôt terminées. Profite un peu de la piscine et puis on se retrouve. BDP toujours. Voilà, BDP. Est-ce qu'on va croiser T-Mac BDP? Bord de piscine, bord de plage. Je pense qu'il a une belle piscine. Tu penses qu'il y a une piscine en Floride, lui? Avec vue sur la plage. J'espère. Orlando, il n'y a pas la plage, par contre. Et à Orlando, il n'y a pas la plage. Non, mais c'est pas grave, il est à Miami. Attends, il est à Miami. Il est à Miami, tranquille. Il golfe aussi, Tu me diras qui ne golfe pas de nos jours. Avec son dos, dangereux. Tout le monde golfe maintenant. Vince Carter golfe aussi. Dangereux. Un jour, on fera le 5 majeur des golfeurs de trucs. Il y aura Reeves et Steph, forcément. On fera ça, évidemment. Steph très fort. Vous nous dites dans les commentaires si vous voulez voir un joueur dans Double Team. Évidemment, on essaiera d'en faire un maximum lors des prochaines vacances. Ciao tout le monde.